L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV. Bonsoir tout le monde. À l'ère du numérique, la notion de guerre a évolué au-delà du traditionnel champ de bataille. Je vous propose d'entendre notre expert sur cette nouvelle guerre de haute technologie. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors il ne faut pas aller bien loin pour constater que la guerre numérique est déjà là. En Suisse, on a vu qu'il y a eu des attaques en Suisse de pirates pro-russes dans le cadre de la guerre en Ukraine. Finalement, c'est une histoire qui est en marche et de manière rapide. Voilà, en fait, cette manière dont la guerre se déroule au niveau du numérique, elle rejoint un concept qui date quand même d'un certain nombre d'années, je crois à peu près des années 2000, qui a été élaboré par deux colonels chinois qui s'appelle la guerre hors limite, la Unrestricted Warfare. Voilà, et ce concept de guerre hors limite, c'est-à-dire que les limites ou le périmètre physique d'un conflit ne sont plus à prendre en compte. La guerre s'étend pas simplement aux belligérants, mais aussi à des États tiers ou dans des espaces tiers. Elle peut toucher l'économie, elle touche bien sûr les services financiers, elle touche les infrastructures administratives ou autres. Avec le canal principal qui est du coup le numérique. Oui, toujours à travers le numérique. C'est-à-dire que l'extension de cette guerre, elle peut se faire aussi par du sabotage ou d'autres problématiques qui sont physiques, mais l'essentiel, c'est le numérique. Et justement, le cadre de cette guerre que mène la Russie contre l'Ukraine est un bon exemple où les attaques qui ont été menées en Suisse en début de l'été, début juin, c'est ce qu'on appelle les attaques par déni de service. Et la déni de service, c'est un peu comme si on rend inaccessible un site. C'est comme, par exemple, vous avez l'autoroute entre Genève et Lausanne à 5 heures et vous injectez 100 000 voitures d'un coup sur l'autoroute. Voilà, c'est-à-dire que tout est bloqué et on ne peut plus rouler. Eh bien, c'est la même chose. On inonde d'accès à un site Internet, ce qui fait que les gens qui voulaient normalement y accéder ne peuvent plus le faire. Et tout ça est fait, quelque part, pour créer un peu un sentiment de rupture, de doute. Mais ça reste quand même, pardon Stéphane, très symbolique. Il n'y a pas de danger a priori particulier? Alors, danger, non. Il y a un effet économique. Il y a un effet de perte de confiance, éventuellement, dans le fonctionnement des infrastructures. On est sur un terrain cognitif, c'est-à-dire que cette guerre se mène pour fragiliser, par exemple, en l'occurrence dans le cadre de la guerre en Ukraine, fragiliser le soutien politique et citoyen à l'Ukraine dans les différents pays qui sont autour de l'Ukraine et donc pas directement sur le théâtre des opérations. Et la fragilisation finalement de ce soutien se fait par justement essayer de créer des dysfonctionnements, des ruptures, des problèmes qui font qu'au bout d'un moment, le citoyen se dit « Ah mais j'en ai un peu marre, voilà, c'est pas notre conflit, c'est pas notre guerre, pourquoi on nous attaque alors que nous on n'a rien fait, etc. » Et puis qu'au bout d'un moment, on essaye de faire pression sur le politique pour changer la nature de soutien. Alors, dans le cadre de cette guerre technologique ou numérique, ce dont vous nous parlez est juste la pointe visible d'un énorme iceberg. Oui, parce qu'il y a eu, par exemple, récemment, la France a dénoncé des attaques informationnelles, c'est-à-dire une campagne de désinformation qui était menée à un niveau assez large, européen y compris, et ça touchait aussi les États-Unis, où, en l'occurrence, on avait reproduit des sites de médias traditionnels, donc on les avait clonés, et on avait simplement mis de fausses informations sur ces clones de sites de médias traditionnels pour quelque part, de nouveau, déstabiliser les gens, créer ce doute, casser cette notion de confiance aussi dans les médias, dans l'information, dans le fonctionnement. Donc la guerre s'étendait aussi sur le théâtre du champ informationnel et autant que, de nouveau, sur celui des infrastructures. Bon, ça peut quand même beaucoup inquiéter d'entendre justement, de voir que ça peut nous toucher nous directement. On l'a vu d'ailleurs justement, on l'a dit tout à l'heure en Suisse. Quels moyens on a pour pouvoir contrer justement ces attaques? Alors, il y a déjà une politique globale, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de souveraineté des données aujourd'hui, souveraineté numérique, souveraineté du cloud, donc en fait de l'hébergement des données en nuage ou des centres d'hébergement des données. Et l'idée étant de dire qu'on devrait tout pouvoir faire en Suisse sans confier nos données à un État tiers ou autre.
Alors, si on veut arriver en fait à cet objectif, il faut s'en donner les moyens et ça coûte très cher. Donc, c'est tout à fait positif de vouloir aller dans ce sens-là, mais il faut pouvoir le faire ou avoir les moyens de le faire. Donc, à ce niveau-là, ça demande aussi d'améliorer le niveau de régulation, donc qui encadre en fait la manière dont ces données sont protégées, et d'augmenter la demande en termes de protection, ou en tout cas l'encadrement législatif en disant on doit être beaucoup plus contraignant. Alors on commence à améliorer un peu les choses, mais on n'est pas aussi contraignant que les lois européennes le sont pour les acteurs européens. Donc on doit encore évoluer à ce niveau-là, et puis avoir cette capacité aussi de détecter et de réagir plus rapidement, plus fortement contre ce type de cyberattaque. Et justement, ces éléments-là, on va l'évoquer dans le prochain épisode sur la réactivité vis-à-vis des cybercriminels. Alors ne manquez pas justement ce prochain numéro. Merci beaucoup Stéphane pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobiles et TV.